Nous allons d'abord écouter vos témoignages, hein, et puis on prendra un moment aussi pour échanger, si vous le voulez bien, si jamais il y a des questions ou des choses qui se dégageront de ce que vous direz. Donc monsieur et madame Tronche, c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom, hein, c'est Tronche. Vous êtes les parents de Lucas, donc j'avais préparé d'ailleurs une petite revue de presse là. J'ai retrouvé des choses hier sur Internet, qui a donc disparu le 18 mars 2015. Alors peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous redire un peu les circonstances, comment ça s'est produit? Alors vous pouvez prendre le micro qui est là. Madame, je vous donne comme ça, vous avez chacun le vôtre. Voilà. Et puis peut-être nous dire aujourd'hui où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous les participants de ce colloque. Il y a donc ici il y a des responsables associatifs, il y a des juristes, des magistrats et des policiers. Voilà, donc vous avez et des gens intéressés par le sujet à différents titres. Voilà. Bonjour. Et merci beaucoup. Oui, parlez bien près du micro, oui. On va le monter. Voilà. Donc en fait, merci d'être là en tous les cas. Lucas a disparu le 18 mars 2015. Il devait se rendre à la piscine avec son frère. Son frère est parti devant et en fait il l'a jamais rejoint. Donc il a fermé la maison, il a éteint son portable à 17h14 et à partir de là, voilà, on n'a plus de nouvelles. Il y a eu des témoignages dans les 4 jours qui ont suivi, dans une zone assez restreinte autour de notre domicile, hein, jusqu'à environ une quinzaine de kilomètres. Le dernier témoignage, c'est le 23 mars, le lundi 23 mars. Il y a eu au départ, donc c'est la police nationale de Bagnols-sur-Cèze qui s'est occupée de l'affaire, qui l'a prise en main dès ma déposition le 18 mars à 20h, quand je me suis rendu compte que Lucas avait disparu. Et donc il y a eu appel à des chiens pisteurs, il y a eu des pistes qui ont été prises par des Malinois, par des Saint-Hubert. À chaque fois qu'il y a eu un témoignage, il y a quand même eu des chiens pisteurs qui sont partis sur ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel on se raccroche, même si la police nous explique que malheureusement, parfois des chiens pisteurs prennent des pistes où la personne n'est jamais passée. Mais pour nous, c'était important parce que ça voulait dire qu'il y avait un signe de vie de Lucas. Lucas, c'est un garçon qui n'a pas du tout le profil de figure. Hein. Je pense que c'est pour ça d'abord que ça a été classé en disparition inquiétante. Hein. Il est très bon élève, il était en seconde, il veut faire vétérinaire depuis qu'il est tout petit. C'est quelqu'un qui est très gentil, serviable. À la maison, on n'a aucun souci. Il a 2 frères. Donc, dès le départ, nous, on a crié très fort que c'était pas une fugue, c'était pas possible, c'était pas son caractère. Voilà. Donc à partir du 25... Quand vous avez dit ça, on vous a entendu sur le fait que vous disiez que ce n'était pas une fugue? Moyennement. La police de Bagnols, en fait, avec le gendarme qui est venu avec les chiens, ils nous ont dit, bon, il est devant, et la piste est hyper fraîche, il s'en va devant quand on passe, ça veut dire qu'il fuit, votre fils, il va pleuvoir ce week-end, il va revenir parce qu'il ne pourra pas rester sous la pluie. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc nous, on a été assez ébranlés. Après, on se remet en cause aussi parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, le mercredi matin, je m'étais énervée. Au moment du petit déjeuner, voilà, j'avais renversé des choses, je m'étais un peu énervée. Donc voilà, on se remet en cause, quoi. Hein. C'est ça qui est terrible, quoi. Hein. J'ai dit à Valentin, mais je crois que j'ai fait quelque chose ce matin, que Lucas serait parti. Il me dit, mais enfin, bien sûr que non. Non. Donc on n'a pas été très écoutés là-dessus au départ. Mais en même temps, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Voilà, Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point-là? Pour moi, la police de Bagnols, puisqu'on était dans le milieu de la ville, donc c'est une police de ville. Il y a 20 000 habitants à Bagnols. Il y a bien en face. Il y a la gendarmerie, mais c'est pas on n'est pas tombé sur la gendarmerie. Du coup, quand le chien était trop fatigué, qu'il s'est arrêté, ils auraient dû le faire se reposer et puis renvoyer le chien le lendemain pour essayer de poursuivre la piste. Donc maintenant, a posteriori, oui, il y a eu des ratés probablement, mais au départ, je pense qu'ils ont plutôt pensé à la fugue et on s'aperçoit durant l'année écoulée qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui ont témoigné dans cette première semaine auprès de policiers qui n'ont pas jugé important, qui n'ont pas pris la déposition écrite
et qui se révèlent aujourd'hui être des témoignages qui orientent. Jusqu'à il y a un mois, on a retrouvé une jeune fille qui est revenue en disant moi j'avais rendez-vous le lendemain à l'école pour qu'ils me donnent le cadeau pour mon anniversaire. Elle est allée voir la police et il y a eu des non prises en compte de certains témoins dans cette première semaine. Après, il y a eu l'affaire a été confiée à la police judiciaire de Montpellier avec en co-saisie l'OCRVP. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé vraiment un autre soutien, un soutien vraiment important des gens impliqués. On a été mis vraiment en confiance. Et ça, c'est très très important. Et nous, nos enquêteurs, aujourd'hui, c'est nos alliés. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que, à la fois par rapport à votre travail, à votre vie de famille, est-ce que vous avez d'autres enfants, j'imagine? Oui, on a 2 autres garçons. Ouais. Lucas était au milieu. Lucas était le cadet. Donc l'aîné a 19 ans aujourd'hui et Arthur est à 11 ans. Donc Valentin est parti à Nîmes faire ses études et donc Arthur, on s'est retrouvés tous les 3. Voilà. À la rentrée scolaire, ça a été très difficile parce que c'est pas une configuration qui était prévue, quoi, parce que voilà, on avait théoriquement on devrait avoir Arthur et Lucas ensemble, ils sont très proches. C'est pas facile. Le fait d'avoir beaucoup de communication avec les enquêteurs, beaucoup de synergie, on échange beaucoup, ils tiennent compte de nos remarques, on discute et vraiment, nous on reste dans l'espoir, voilà. Et voilà, on se dit chaque jour, peut-être voilà, ça avance, on se rend compte du travail qui est abattu par les policiers parce qu'on a accès évidemment en tant que partie civile au dossier. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je leur ai dit, mais vous avez bien travaillé. Ils m'ont dit non, on n'a pas bien travaillé. On a beaucoup travaillé, mais on n'a pas bien travaillé parce qu'on n'a pas trouvé Lucas. Enfin vraiment, il y a une implication, voilà, ça nous fait chaud au cœur. Et l'autre jour, ils me disaient encore, c'est votre Lucas, mais vous savez, c'est notre Lucas aussi. Donc voilà, on reste positif, quoi. Et je vais rajouter quand même que tous les jours, depuis un an, c'est devenu un combat, c'est contre l'instruction. Voilà. L'instruction qui met des freins tout le temps. Voilà. Donc nous, on n'en peut plus, quoi. On a demandé à voir la juge d'instruction par courrier écrit de notre avocat à l'époque en juillet. On a été reçu au mois de janvier. Il y a des scellés qui auraient dû être analysés. Donc des prélèvements du mois de mars qui ont été analysés en juillet, et puis ça a continué durant toute l'année. Et moi je veux dire ici aujourd'hui que c'est vraiment un poids. Bon, on a écrit à Madame Taubira, on a écrit à Monsieur Urvoas, on a fait de la médiatisation à partir de septembre à peu près. Enfin, on a fait beaucoup de choses pour devenir un dossier signalé. Et à partir de notre entrevue où elle a réalisé peut-être qu'elle n'avait pas des délinquants en face d'elle, donc la juge d'instruction, elle a peut-être pris en compte des éléments, notamment la commission rogatoire internationale qu'on attendait. Ça, c'était une honte, quoi, parce que pour nous, c'est une honte, quoi. Je suis désolée de parler comme ça aujourd'hui, mais Lucas utilisait beaucoup cette application Snapchat qui permet d'avoir des messages éphémères, hein, donc il n'y a pas de traces avec les opérateurs. Il y avait quand même un doute sur le fait qu'il ait échangé le mercredi après-midi, qu'il y ait un rendez-vous qui soit passé via ce serveur Snapchat. Et la commission rogatoire internationale n'a été passée qu'au mois de janvier sur notre insistance. Voilà. Voilà, la juge d'instruction nous a expliqué que les Américains ne répondaient pas, de toute façon, ça ne marcherait pas, qu'il n'y aurait rien. On lui a dit, mais on ne saura pas tant qu'on ne l'aura pas fait. À partir du moment où elle a passé cette commission... On peut retrouver des échanges Snapchat. Mais bien sûr, il fallait regarder les adresses IP qui s'étaient connectées avec l'adresse IP de Lucas, tout simplement. Et en fait, à partir du moment où la commission rogatoire a été reçue aux États-Unis, en 10 jours, il y a eu les réponses. Mais vous vous rendez compte, c'est plus de 6 mois après, quoi. Donc pour nous, c'est inacceptable. Alors, la porte a pu être fermée, il n'y avait rien. C'est pas une déception, mais au moins,
on pense à autre chose, on se focalise sur autre chose. Pour les policiers, c'est important d'avancer, quoi. Et voilà, il a fallu qu'on se batte pour cette commission rogatoire. On a toujours préservé dans les médias, on n'a jamais rien dit. On disait toujours, on attend la commission rogatoire internationale. Mais voilà, aujourd'hui, on le dit, elle a mis plus de 6 mois à la passer. Pour nous, c'est inadmissible. On demande simplement que les dossiers des enfants disparus qui sont en danger potentiel, quand même, il faut pas l'oublier, ils soient sur le dessus de la pile. Parce qu'on est conscient que les magistrats sont débordés, bien sûr. On a été reçus encore par la procureure, on a bien vu les piles de dossiers. Simplement, c'est ce que je lui ai dit. Nous, si Lucas avait été assassiné, qu'on ait retrouvé son corps, on ne serait pas derrière vous tous les jours à faire avancer l'enquête. Hein, on serait dans le deuil, ça serait autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des éléments qui nous laissent à penser, je ne peux pas en parler, mais il y a des éléments qui nous laissent à penser qu'il est peut-être en danger. Donc pour nous, c'est invivable. Voilà. Donc c'est pour ça que mon mari insiste sur le fait que la police, dans des cas comme ça, ils puissent avoir un peu plus de liberté et que les OCE ne dépendent pas de l'ordonnance d'un juge, quoi. Et au-delà de ces questions directement liées à l'instruction, vous poursuivez aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes en arrêt, oui, vous avez pu continuer quand même malgré tout. On travaille, il faut, et puis ça fait du bien aussi de travailler parce que ça permet de se sortir un peu de l'affaire de Lucas, parce que c'est vrai que ça nous focalise complètement. Et on a quand même 2 autres enfants, il faut faire attention, quoi. Et finalement, où est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez vos principaux soutiens? Quand je dis soutien, c'est à la fois, bien sûr, policiers sur l'enquête, mais vos soutiens moraux, psychologiques, vous les trouvez où? Parce que j'imagine qu'il y a besoin, dans ces cas-là, de ne pas être seul. L'avocate, notre avocate, c'est un soutien. Les enquêteurs, c'est, je pense, notre principal soutien aujourd'hui. Hein. Et être dans l'action de la recherche... c'est un combat de tous les jours, donc on s'apitoie pas trop sur notre sort. Il y a des hauts et puis il y a des très bas aussi, mais voilà, c'est quand on perd confiance, quand on se dit bon ben là il n'y a plus qu'une solution. Il a été assassiné par quelqu'un qui a coulé le corps dans du béton quelque part pour pas que ça réapparaisse. Enfin, voilà, il y a des moments où on est au fond du trou et bon, là, on est mal. Mais voilà, quand on est dans le combat, on est très entouré par nos amis aussi. On a créé une association. Ah oui. Et puis franchement, qui s'appelle comment votre association? Retrouvons Lucas. Retrouvons Lucas. Voilà. Et puis il y a des milliers de bénévoles qui ont affiché, qui affichent encore, qui diffusent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est susciter un témoignage pour que la police puisse enfin avoir une piste concrète, quoi. Et je profite là pour dire aussi, mais je pense que c'est pour tous les enfants disparus, quand on pense voir que quelqu'un correspond à une personne disparue, il ne faut pas hésiter à prendre une photo, quoi. Les enquêteurs, ça, ils nous le répètent souvent. Parce que c'est vrai qu'à partir d'une photo, on peut rapidement savoir si oui ou non c'est la personne, quoi. Donc aujourd'hui, avec un téléphone portable, tout le monde a un appareil photo sur soi. Donc ça aide beaucoup les enquêteurs. Parce que chaque fois qu'il y a des appels, en fait, souvent, c'est pas possible de vérifier, quoi. Donc les enquêteurs, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait 2 témoignages concordants sur un même lieu, quoi. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et malheureusement, voilà, ça arrive pas souvent. En tous les cas, merci beaucoup d'être là, parce que je pense que c'est pas facile pour vous. En même temps, je pense que c'est aussi utile, enfin, que ça le sera. On va écouter peut-être le témoignage de Madame Balloul. Je suis désolé, je ne connais pas vos prénoms. On aurait dû Samia. Voilà, vous, c'est Samia. Oui, merci.